Le vaisseau arriva sans prévenir. Ethan Lorne s'était habitué au silence durant ces 7 années passées dans la station spatiale abandonnée. Autrefois avant-poste animé près de Jarrett, elle lui servait désormais d'exil volontaire, un lieu où les souvenirs pouvaient s'effacer dans l'immensité de l'espace, où il pouvait faire comme si le passé n'avait jamais existé. Il réparait une unité de récupération d'eau lorsque les alarmes de proximité se déclenchèrent. Il crut d'abord qu'il s'agissait d'un autre navire marchand de passage en urgence. Mais la signature était sans équivoque. Un insigne royal, un design xéritien. Son cœur battait la chamade. Après tout ce temps, une seule personne pouvait venir le chercher. Ethan s'essuya les mains graisseuses et se dirigea lentement vers le quai d'amarrage principal. Le vaisseau royal avait déjà terminé son atterrissage, sa coque nacrée étincelant sous la lumière crue de la station. 2 gardes apparurent les premiers, leurs armures de cérémonie suggérant une visite hors du commun. Puis elle apparut. Zaraï se tenait dans l'embrasure de la porte, encadrée par l'entrée du navire. Elle portait des vêtements simples, mais néanmoins empreints des traits royaux. De subtiles broderies, des tissus qui changeaient de couleur au gré de ses mouvements. Ses cheveux blonds et blancs, autrefois dissimulés sous des capuches, tombaient désormais librement sur ses épaules. Mais ce furent ses yeux qui le captivèrent, violets, perçants, et emplis d'une assurance qu'il n'avait jamais vue auparavant. Et sa jambe. Elle boitait encore légèrement tandis qu'elle descendait la rampe, un pas plus posé que l'autre. Les gardes se postèrent de chaque côté d'elle, mais elle leur fit signe de reculer d'un geste qui ne souffrait aucune objection. « Bonjour, Ethan », dit-elle d'une voix plus forte que dans ses souvenirs. Même si l'accent persistait, ses douces inflexions musicales propres à son peuple. Ethan resta figé, hésitant entre s'incliner, fuir ou tout simplement s'effondrer. 7 années de mur émotionnel soigneusement construit menaçaient de s'effondrer à sa simple vue. « Princesse », parvint-il à prononcer le mot, le coinçant dans sa gorge. Ses lèvres s'étirèrent en un petit sourire. « Te souviens-tu de moi, humaine? Tu étais la seule à m'avoir choisi. » Ses yeux soutinrent les siens, inébranlables. « Maintenant, je suis de retour et j'ai besoin de toi. » Le passé se déroulait entre eux comme un événement physique. 7 jours qui avaient tout changé. 7 jours qu'il avait passé des années à essayer d'oublier. Le programme d'immigration interespèces avait été controversé dès son lancement. Conçu pour favoriser la paix après l'adhésion de la Terre à l'Union des espèces alliées, il associait des humains à des extraterrestres pour de courtes périodes de cohabitation, soi-disant pour favoriser la compréhension culturelle. Des périodes d'habitation censées favoriser la compréhension culturelle. La plupart des participants étaient soit des militaires remplissant des obligations diplomatiques, soit des opportunistes en quête d'expériences exotiques. Ethan n'était ni l'un ni l'autre. À 22 ans, il s'était porté volontaire par pure curiosité, après avoir terminé son déploiement au sein du corps d'exploration spatiale. En tant qu'officier technique spécialisé dans les habitats artificiels, il était fasciné par l'approche du programme. Après 7 jours passés dans un environnement simulé conçu pour reproduire les mondes d'origine des 2 espèces, il avait été conduit dans une vaste salle où l'attendaient des extraterrestres potentiels. La plupart des humains étaient attirés par ces spécimens physiquement impressionnants.
La guerrière jette un sort depuis Draxus, la belle et éthérée Mérites. Personne ne s'approcha de la petite silhouette dans le coin. Elle était, elle était assise seule, capuche baissée, les épaules voûtées comme pour disparaître. Sa peau était d'un lavande pâle, presque translucide sous la lumière crue. Au passage d'Ethan, elle leva un instant les yeux, révélant des yeux violets emplis de résignation, avant de détourner rapidement le regard. Il s'arrêta. Le coordinateur du programme, un fonctionnaire humain blasé, apparut à ses côtés. C'est un membre de la famille royale xéritienne, croyez-le ou non, une sorte de gène génétique qu'ils essaient de détourner pour des raisons diplomatiques. Sa voix se réduisit à un murmure. « Je ne le recommanderai pas. On dit que sa lignée est maudite. Quelque chose n'allait pas avec sa jambe. Et regardez ce teinte presque anémique pour leur espèce. » Ethan regarda un autre partenaire humain potentiel passer devant elle, ricana et continua son chemin. Ses épaules se crispèrent, mais elle ne leva pas les yeux. « Je vais m'associer avec elle, » dit Ethan, surpris par sa propre décision. Le coordinateur haussa un sourcil. « Tes funérailles, mon pote. Mais bon, au moins tu auras une belle histoire. J'ai passé une semaine avec une royauté défectueuse. » Ethan l'ignora et s'approcha d'elle. De près, il put voir le léger tremblement dans ses mains, tandis qu'elle serrait sa robe. « Bonjour, » dit-il en s'accroupissant pour la regarder dans les yeux. « Je suis Ethan Lorne. Envisageriez-vous de vous associer à moi pour le programme ?» Elle leva les yeux, la résignation remplacée par une véritable surprise. Ses traits étaient délicats, avec des pommettes saillantes et un menton légèrement pointu, typique de son espèce. Mais là où la plupart des Jarrétiens avaient une peau d'un violet intense, la sienne était pâle, presque translucide par endroits. « Tu es sérieux ?» Sa voix était à peine audible, l'accent musical de Jarrétien accentué par sa nervosité. Totalement sérieuse. Elle l'observa, la suspicion mêlée d'espoir. Pourquoi? La question était si directe, si vulnérable, qu'Ethan ne put que lui offrir l'honnêteté en retour. Parce que tout le monde mérite d'être choisi au moins une fois. L'habitat qui leur avait été assigné était une merveille de bio-ingénierie. Moitié forêt terrestre, moitié jardin de cristal xéritien. Une petite structure vivante se dressait à la frontière entre deux mondes. Le premier jour fut péniblement embarrassant. Elle se présenta simplement sous le nom de Zahra, omettant tout titre royal. Elle se déplaça avec précaution dans l'habitat, gardant ses distances. Lorsqu'elle crut qu'il ne regardait pas, sa démarche s'accentua, arborant la boiterie distincte qu'elle avait tenté de dissimuler. Ethan combla le silence en expliquant son travail sur les habitats spatiaux, soulignant les caractéristiques de leur foyer temporaire. Il ne lui posa aucune question sur sa jambe. Il ne lui demanda rien sur sa famille. Il s'enquit plutôt des formations cristallines qui imitaient celles de sa planète natale. « Ce sont de piètres imitations, » dit-elle en touchant délicatement une. Sur Jareth, ils chantent lorsque la lumière de la lune les touche. Pour la première fois, une sorte de passion traversa sa voix. Le jardin royal est parsemé de cristaux qui poussent depuis 10 000 ans. Pendant le festival des 3 lunes, la symphonie qu'il créait, elle s'arrêta brusquement, se repliant sur elle-même. « Je suis désolé, tu ne trouverais pas ça intéressant. En fait, si, dit
Ethan pourrait m'en dire plus sur le festival. Cette nuit-là, elle dormit dans la chambre de l'habitat tandis qu'il prenait le canapé sans rien dire. Il l'entendit pleurer doucement, alors qu'elle le croyait endormi. Le deuxième jour, il franchit une autre barrière. Il avait apporté des outils d'ingénierie simples, une allocation personnelle du programme, et commença à construire un petit appareil sous son regard curieux de loin. « Qu'est-ce que tu fabriques ?» demanda-t-elle finalement. Il sourit. « Un résonateur à cristal, d'après ce que tu m'as dit à propos des cristaux chantants. » Il brandit l'appareil rudimentaire. « Il ne ressemblera en rien à ce que tu as décrit, mais peut-être pourra-t-il en produire un écho. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Tu écoutais. Bien sûr que moi. » Ce soir-là, son appareil produisit un léger bourdonnement éthéré provenant d'un des cristaux artificiels. Elle sourit pour la première fois, un léger sourire aux lèvres, mais son visage en fut transformé. Le troisième jour, elle commença à s'interroger sur la Terre, sur sa vie. Ethan lui raconta des histoires sur son enfance après les premiers contacts, sur son regard vers les étoiles, sachant que d'autres le regardaient. Il lui raconta comment il avait rejoint les Space Corp pour observer ces étoiles de près. « Étais-tu déçu ?» demanda-t-elle. « Quand tu as découvert que l'espace n'était pas aussi romantique qu'on l'imagine. »« Parfois, admit-il. Mais alors, on voit quelque chose d'incroyable, une nébuleuse donnant naissance à de nouvelles étoiles, ou le lever du soleil sur un océan extraterrestre. Et tout cela en vaut à nouveau la peine. » Elle hocha la tête, la compréhension dans le regard. Sur Jareth, il y a un dicton. L'univers n'offre de paradis que celui que nous apportons avec nous. C'est magnifique. Oui, dit-elle doucement, même si j'ai trouvé peu de paradis. Le quatrième jour, il la trouva en train de se baigner dans le petit lac de l'habitat. Elle avait retiré sa robe de dessus, mais restait presque entièrement vêtue, luttant pour garder l'équilibre sur la rive glissante, avec sa démarche inégale. « Voulez-vous de l'aide ?» appela-t-il à distance respectueuse. Elle se figea, l'humiliation se lisant sur son visage. « Je n'ai pas besoin de pitié. »« Ce n'est pas de la pitié d'aider quelqu'un, » dit-il. « Auriez-vous pitié de moi si j'avais besoin d'aide pour atteindre quelque chose de trop haut pour moi ?» Elle réfléchit. « Non, alors laisse-moi t'aider à entrer dans l'eau. Ensuite, j'irai. » Après un moment d'hésitation, elle hocha la tête. Ethan s'approcha, lui offrant son bras pour garder l'équilibre. Il remarqua alors sa jambe. La cheville droite était sensiblement plus fine que la gauche. La cheville était tordue à un angle anormal. Une malformation congénitale, réalisa-t-il. Comprenant maintenant pourquoi la famille royale la considérait comme une source d'embarras. Il garda une expression neutre, tandis qu'il l'aidait à atteindre une profondeur confortable, puis se retira comme promis. Mais avant qu'il ne s'en aille complètement, elle l'appela. « Ethan, merci. » Le cinquième jour apporta une révélation. Il la trouva en train d'examiner son reflet dans le lac, touchant son visage pâle avec une expression de dégoût. « Je ne suis pas ce qu'une jarrétienne devrait être, » dit-elle en réalisant qu'il l'observait. « Notre peuple est connu pour sa force, sa couleur vive, sa grâce. Moi, je le suis. Notre riche couleur, notre grâce. Je suis rien de tout cela. » Ethan s'assit à côté d'elle. Sur Terre, il existe un art japonais appelé kintsugi,
Quand une poterie se brise, les artisans la réparent avec de l'or, faisant ressortir les fissures au lieu de les cacher. Il croisa son regard dans le reflet. Il croyait que ce qui a été brisé et réparé est plus beau parce qu'il a survécu. Elle resta silencieuse un long moment. Votre peuple a une étrange idée de la beauté. Peut-être. Ou peut-être reconnaissons-nous simplement que la perfection est moins intéressante que le caractère. Cette nuit-là, elle dormit moins profondément, tourmentée par des cauchemars. Sans réfléchir, Ethan s'approcha d'elle, la tirant doucement de la terreur qui l'avait saisie. « Il m'enfermait à nouveau », murmura-t-elle, encore à moitié plongée dans son rêve. Dans la tour sombre où se réfugient les membres de la famille royale défaillante, il s'assit au bord du lit. « Tu n'es pas là, tu es ici avec moi. » Elle lui saisit soudain la main, ses doigts frais contre sa peau. « Quand ces 7 jours seront terminés, je devrais retourner, redevenir la honte qu'il cache. » Oh, oh, oh. Chut. Ethan n'avait aucune réponse à cette vérité. Alors il lui tint simplement la main jusqu'à ce qu'elle se rendorme. Le 6e jour, leur dernier jour complet ensemble. Elle marchait pieds nus dans l'herbe pour la première fois. Son visage se pencha vers la lumière artificielle du soleil. Elle avait abandonné ses robes dissimulatrices pour les vêtements plus simples fournis par l'habitat. Elle ne cachait plus son corps, ni sa boiterie. « Je n'ai jamais fait ça auparavant », avoua-t-elle en remuant les orteils dans l'herbe. Au palais, j'étais rarement autorisée à sortir. Trop de gens risquaient de me voir. Ethan l'observait, une chaleur protectrice se gonflant dans sa poitrine. En moins d'1 semaine, il avait été témoin de sa transformation, passant d'une créature terrifiée et honteuse à une personne commençant à trouver sa propre valeur. « Zarae, dit-il prudemment, que se passera-t-il à ton retour ?» La joie disparut de son visage. « Je reprendrai mon rôle de témoin vivant de l'imperfection royale. Je serai caché lors des cérémonies officielles, et je ne sortirai de ma cachette que lorsqu'il faudra faire preuve de compassion envers les personnes génétiquement inférieures. » Sa voix était devenue amère. Ce programme n'était qu'une autre façon de m'utiliser, un geste de bonne volonté qui ne leur coûte rien. « Ce n'est pas bien, » dit Ethan, la colère montant en elle. Elle se tourna vers lui. Quelque chose de féroce perça sa réserve habituelle. « Non, ce n'est pas ça, mais c'est la réalité dans laquelle je suis née. » Elle s'approcha de lui. « Ces 7 jours passés avec toi, c'est la première fois que je suis traitée comme une personne, plutôt que comme un problème. » Leur dernière nuit ensemble. Le ciel artificiel de l'habitat affichait une spectaculaire pluie de météores, programmée, certes, mais néanmoins magnifique. Ils étaient assis dehors à observer les traînées de lumière, plus proches qu'avant. La barrière entre eux s'amincit. Sur Jareth, nous croyons que les étoiles filantes sont des esprits en quête d'une nouvelle vie. Zarae dit d'une voix douce dans l'obscurité. « Que trouve-t-il » demanda Ethan. « Cela dépend de ce qu'il cherche. » Elle se tourna vers lui, ses yeux violets reflétant les traînées de météores. « Que cherches-tu, Ethan ?» La question resta en suspens entre eux, lourde de sens. Ethan se retrouva incapable de détacher son regard de son visage. Ce visage qu'il avait fini par trouver beau dans sa singularité.
Je n'en suis plus sûr, répondit-il honnêtement. Il y a une semaine, je croyais savoir. Elle hocha la tête, l'air compréhensif. Puis, avec des gestes hésitants, elle tendit la main et lui toucha le visage, effleurant sa joue d'un doigt léger comme une plume. Merci, murmura-t-elle, de ta gentillesse envers moi. Ethan lui attrapa la main avant qu'elle ne puisse la retirer. Ce n'était pas de la gentillesse, Zareh, c'était de la reconnaissance. Dans la douce pénombre artificielle, sous les météores filant au-dessus de sa tête, ses lèvres tremblantes trouvèrent les siennes. Le baiser était doux, incertain, une première exploration. Lorsqu'ils se séparèrent, ses yeux s'écarquillèrent d'émerveillement. « Je n'ai jamais, » commença-t-elle. « Et moi non plus, » dit-il, pas comme ça. Ce qui suivit n'était pas motivé par un désir physique, mais par quelque chose de plus profond. Le besoin d'être vu, d'être reconnu, digne d'être touché. Les mains d'Ethan, respectueuses, traçaient la courbe de son épaule, la ligne de sa colonne vertébrale. Elle tremblait sous ses doigts, non pas de peur, mais de l'intensité d'être véritablement vue pour la première fois. Elle murmura son nom contre son cou, la voix tremblante. Il lui murmura des mots rassurants, des encouragements, la permission d'être simplement elle-même. Quand ses doigts tâtonnèrent dans des vêtements humains, inconnus, il la guida doucement, patiemment et sans hâte. Dans la pénombre, elle se laissa enfin révéler pleinement. Sa jambe tordue, sa peau trop pâle, toutes les imperfections qui avaient fait d'elle une paria parmi les siens. Le regard d'Ethan n'exprimait aucune pitié, seulement de la reconnaissance pour son courage. « Tu es belle, » lui dit-il, sincère. Ses yeux brillaient de larmes retenues. « Même ça ?» demanda-t-elle, en désignant sa jambe déformée. « Surtout ça, » dit-il, « parce que ça fait partie de toi. » Lorsqu'ils s'unirent, ce fut avec une tendresse qui transcendait le plaisir physique. Elle haleta, non pas de douleur, mais sous l'effet de l'émotion intense de cette connexion. Tandis qu'ils bougeaient, à l'unisson, ses larmes finirent par couler, non pas pour ce qui arrivait à son corps, mais pour ce qui arrivait à son âme. Pour la première fois de sa vie, elle n'était ni un défaut, ni une malédiction, mais simplement une femme aimée. Après cela, ils restèrent allongés, emmêlés, la tête de la jeune femme sur sa poitrine, écoutant son cœur battre. Aucun d'eux ne parlait de demain, ni de ce qui viendrait après. Pour cette nuit précieuse, l'univers s'était réduit à eux deux, et plus rien d'autre n'avait d'importance. À l'aube artificielle de leur dernier jour, Ethan se réveilla et la trouva sortie du lit. Il la trouva au bord du lac, revêtue de ses habits royaux, sa transformation en princesse ayant déjà commencé. « Mon escorte arrive dans 2 heures, » dit-elle sans se retourner. Ethan se tenait à côté d'elle, observant leur reflet dans l'eau. « J'aimerais qu'il y ait un autre moyen. Il n'y en a pas, » dit-elle d'une voix neutre, résignée. C'était un beau rêve, mais les rêves ont une fin. Il aurait voulu argumenter, suggérer des solutions impossibles pour qu'elle puisse rester, qu'il puisse partir avec elle. Mais ils connaissaient tous deux la réalité. Elle était une princesse, même indésirable. Lui, un officier technique humain sans statut, sans pouvoir. « Ça va aller ?» demanda-t-il. Elle le regarda enfin, un sourire triste aux lèvres. « Non, mais je survivrai. J'ai toujours survécu. »
Elle lui prit la main. Et maintenant, ce souvenir me soutiendra. Lorsque les responsables du programme vinrent les escorter, Zeraï avait repris son allure royale, le dos droit malgré sa faiblesse, le visage posé et distant. Seul son regard, lorsqu'il croisa brièvement celui d'Ethan, révéla la vérité sur ce qui s'était passé entre eux. Ou, la dernière fois qu'il la vit, elle était emmenée par les gardes royaux jarrétiens, sa petite silhouette bientôt engloutie par l'imposant cortège venu récupérer leur embarrassant secret. Cette nuit-là, seul dans ses appartements, Ethan sortit le carnet de croquis où il avait secrètement conçu une prothèse de jambe, susceptible de corriger sa démarche. Un projet né de son expertise technique et de ses sentiments grandissants pour elle. Il contempla les dessins détaillés, sachant qu'ils ne deviendraient jamais réalité. Le lendemain, il demanda à être muté vers l'avant-poste, le plus éloigné que le corps spatial pouvait offrir. 7 ans, dit Ethan, fixant la femme devant lui, si différente de la jeune fille effrayée qu'il avait connue. Pourquoi maintenant? Zéré fit signe à ses gardes d'attendre près du vaisseau, puis s'approcha seul de lui. De près, il perçut une confiance nouvelle dans son attitude, même si elle boitait toujours. « Beaucoup de choses ont changé sur Jareth, dit-elle. Le vieux roi, mon père, est mort. Le prince héritier, mon frère, s'est révélé trop corrompu, même pour notre cour. La guerre civile a éclaté. La lignée royale a failli être exterminée. Et toi, demanda Ethan, la gorge sèche. J'étais considérée comme trop insignifiante pour être tuée. Un sourire amer traversa ses lèvres. Après mon retour du programme d'accouplement, j'ai été exilé dans une colonie isolée, avec d'autres déceptions génétiques. Ils pensaient que nous allions disparaître discrètement. Elle s'est mise à marcher, lui faisant signe de la suivre. Ethan a emboîté le pas, remarquant qu'elle ne cherchait plus à dissimuler sa démarche irrégulière. Au lieu de cela, nous avons construit une communauté. Lorsque la corruption royale devint insupportable, le peuple commença à chercher des alternatives. Quelqu'un se souvint de la princesse maudite qui avait été rejetée. Sa voix était emplie d'émerveillement. Ils vinrent à moi, Ethan, non pas malgré mon imperfection, mais à cause d'elle. Ils dirent qu'un souverain ayant connu la souffrance pourrait gouverner avec compassion. Ils atteignirent la plateforme d'observation de la station, où Xerath se dressait au loin, un monde aux teintes violettes, veiné de formations cristallines, visible même depuis l'espace. « Tu es leur reine maintenant », réalisa Ethan. « Pas encore », se tourna-t-elle pour lui faire face. La vieille garde résiste encore. Ils prétendent que je suis inapte, que ma lignée est corrompue. Ils cherchent à m'utiliser comme une marionnette tout en gardant le contrôle. Son regard se durcit. Je ne serai plus jamais utilisé. Qu'attends-tu de moi? Demanda Ethan, redoutant déjà la réponse. Je ne suis qu'un ingénieur. Je n'ai aucune influence politique. Zaraï s'approcha. Tu as été la première personne à me juger digne. J'ai besoin de cette personne à mes côtés maintenant, non pas comme un pion politique, mais comme un rappel de qui je suis vraiment. Elle hésita. Et parce que je n'ai jamais cessé de t'aimer, les mots restèrent suspendus entre eux, honnêtes et crus. Ethan sentit quelque chose se fissurer en lui. La carapace protectrice qu'il avait construite autour de son cœur ces 7 dernières années.
Je ne peux pas, dit-il, les mots lui serrant la gorge. Je n'appartiens pas à ton monde, Zara. Je ne suis pas de la royauté. Je ne suis même pas Jarétienne. Je suis juste une humaine qui n'a pas pu t'oublier, malgré tous mes efforts. La douleur traversa son visage, vite masqué par le sang-froid royal qu'elle avait appris. Tu crois que j'ai besoin de toi pour la politique. Tu crois que j'ai traversé des années-lumière pour trouver une alliance commode. Tu crois que j'ai traversé des années-lumière pour trouver une alliance commode. Sa voix tremblait d'une émotion à peine contenue. J'ai besoin de toi parce que je ne sais pas vivre authentiquement sans l'homme qui a un jour touché mes cicatrices sans reculer. Ethan se détourna, incapable de supporter l'intensité de son regard. 7 ans, c'est long. Nous sommes différentes maintenant. Oui, nous le sommes, acquiesça-t-elle. Je ne suis plus la fille tremblante qui se croyait inutile. Mais mon cœur reste inchangé. Elle fit mine de partir, puis marqua une pause. Réfléchis-y, Ethan. Mon navire part demain. Après son départ, Ethan se retira dans ses quartiers, la petite pièce spartiate qui avait été son unique demeure pendant des années. Dans un tiroir verrouillé se trouvait le seul objet qu'il avait conservé de son séjour avec Zaraï, son journal de ces 7 jours, et les modèles de prothèses qu'il avait continué à peaufiner même après leur séparation. Jour. Et les prothèses qu'il avait continué à peaufiner même après leur séparation. Il sortit le carnet usé, parcourant du doigt les pages remplies de spécifications techniques et de mesures qu'il avait prises en cachette en l'aidant à prendre son bain. À côté des schémas cliniques se trouvaient d'autres dessins. Son profil contemplant des étoiles artificielles, sa main tendue vers des formations cristallines, son sourire lors des rares moments de joie. La dernière entrée, écrite la nuit suivant leur séparation, ne contenait que quelques lignes. Je ne sais pas si ce que je ressens est de l'amour. Comment peut-on aimer quelqu'un après seulement 7 jours? Mais si ce n'est pas de l'amour, alors pourquoi son absence me donne-t-elle l'impression d'avoir un membre en moins? Pourquoi me réveille-je en cherchant quelqu'un qui n'a jamais vraiment été à moi? Ethan ferma le journal, une larme tombant sur sa couverture usée. 7 années de silence, de travail et d'isolement ne l'avaient peut-être pas effacé de son cœur. Il avait simplement construit des murs autour de la blessure, ne la laissant jamais guérir. Le matin, il était insomniaque, les yeux rivés au plafond tandis que le cycle artificiel du jour de la station commençait. Il avait failli décider de la laisser partir, de rester dans son exil volontaire plutôt que de risquer l'inconnu lorsque les alarmes d'urgence retentirent. Ethan se précipita vers le centre de commandement, où l'IA rudimentaire de la station diffusa les images de sécurité de la baie d'Amarrage. Les gardes royaux de Zahra gisaient inconscients ou morts au sol. Des silhouettes en uniforme sombre traînaient une silhouette en difficulté vers un vaisseau quelconque amarré à côté du vaisseau royal. Zaret. Sans réfléchir, Ethan saisit l'unique arme de la station, un vieux fusil à impulsion utilisé pour se défendre contre les pirates de l'espace, et courut vers la baie d'Amarrage. À son arrivée, le vaisseau de l'attaquant était déjà en train de se désengager, les protocoles d'urgence scellant automatiquement le sas percé. L'un des gardes de Zaraï était encore en vie, saignant d'une blessure à la tête, mais conscient. Royaliste. Haleta le garde lorsqu'Ethan l'aida à se redresser. La vieille faction.
Il préférerait la tuer plutôt que de la laisser régner. Où l'emmène-t-il? Probablement l'hôpital de la 3e lune de Jareth. Le garde grimaça en touchant sa blessure. Elle expérimentait des corrections génétiques depuis des années. Le sang d'Ethan se glaça. Ils vont essayer de la réparer ou de l'éliminer s'ils n'y parviennent pas. Le garde le regarda avec un regard désespéré. Nous étions sa seule protection. Il n'y a personne d'autre. C'est moi, dit Ethan, déjà en route vers le vaisseau royal. Tu peux piloter cette chose? Le garde se releva péniblement. Pas bien, mais oui. Alors allons-y. Maintenant, le voyage vers la 3e lune de Xérath dura moins d'1 heure à bord du vaisseau royal perfectionné. Ethan en profita pour se préparer, étudiant les schémas limités de l'installation médicale disponible dans la base de données du vaisseau et assemblant une trousse à outils improvisée à partir des provisions du vaisseau. « Pourquoi fais-tu ça ?» demanda le garde alors qu'ils approchaient de la Lune. « Tu es humain, ce n'est pas ton combat. » Ethan vérifia la charge du fusil à impulsion. « Il y a 7 ans, j'ai fait une erreur. Je l'ai laissé retourner auprès de ceux qui ne voyaient tout que ses défauts. » Il leva les yeux, la détermination durcissant ses traits. « Je ne referai plus cette erreur. » L'installation médicale était une structure blanche et stérile, construite à la surface de la Lune, criblée de cratères. Le garde fit atterrir son vaisseau sur un quai de maintenance, contournant les principaux points de contrôle de sécurité grâce à des codes d'accès royaux qui n'avaient pas encore été désactivés. Je vais créer une diversion A. L'entrée principale, dit le garde, toujours hésitant mais déterminé. Tu la trouveras, acquiesça Ethan, reconnaissant envers son allié. Si je ne suis pas de retour dans 30 minutes, pars sans moi, en utilisant son expertise technique. Ethan contourna les systèmes de sécurité secondaires de l'établissement et se glissa à l'intérieur par une entrée de service. Les couloirs étaient d'un blanc clinique, étrangement silencieux, à l'exception du léger bourdonnement du matériel médical. Il suivit les panneaux indiquant l'aile de rectification génétique, tous les nerfs en alerte. Il la trouva dans un bloc opératoire, déjà sous sédatif sur une table d'opération. Le docteur Varon, un géritien grand et mince, à l'allure aristocratique de la vieille noblesse, préparait le matériel sous la surveillance de 2 gardes. La procédure est expérimentale, disait le médecin, mais nous n'avons pas le choix. Ces défauts génétiques doivent être corrigés avant qu'elle puisse accéder au trône. Le peuple doit voir la perfection. Et si la procédure échoue, demanda un garde, le docteur Varenne resta impassible. Puis nous annonçâmes que la pression du commandement était trop forte pour sa fragile constitution. Quoi qu'il en soit, l'ordre ancien demeure intact. Ethan en avait assez entendu, réglant le fusil à impulsion au minimum. Il tira à travers la porte entr'ouverte, assommant les 2 gardes avant qu'ils ne puissent réagir. Le docteur Varon se retourna brusquement, la main tendue vers un bouton d'alarme. « Appuie là-dessus et tu les rejoindras », dit Ethan en entrant dans la pièce, le fusil pointé sur la poitrine du médecin. Une lueur de reconnaissance apparut dans les yeux du médecin. L'humain du programme de jumelage. Les yeux du médecin, l'humain du programme de jumelage. Quelle surprise! Ses lèvres fines s'incurvèrent en un sourire condescendant. Trop tard. La sédation a commencé dans quelques instants.
elle sera complètement endormie. Et la procédure. Ethan lança un nouveau coup, l'impulsion envoyant le docteur Varenne s'écrouler au sol. Rapidement, il évalua l'état de Zaraï. Elle était partiellement sous sédatif, mais toujours consciente, ses yeux peinant à fixer son visage. « Ethan », murmura-t-elle, la confusion obscurcissant ses traits. « Est-ce un rêve ?»« Pas un rêve », lui assura-t-il, en s'efforçant de débrancher la perfusion de sédatifs. « Je te sors d'ici. » Elle essaya de s'asseoir, mais retomba, les médicaments rendant ses mouvements désordonnés. « Ma jambe, dit-elle, s'est soudain mise à paniquer. Ils allaient, je sais, mais ils ne l'ont pas fait. » Ethan l'aida à s'asseoir. « Tu peux marcher ?» Elle secoua la tête, la frustration perceptible à travers le brouillard de la sédation. « Pas comme ça, la prothèse qu'ils m'ont donnée. Ils l'ont abîmée pendant la capture. » Ethan jeta un coup d'œil à sa jambe et constata que la prothèse rudimentaire avait bel et bien été partiellement détruite. Un plan se forma dans son esprit. « J'ai besoin de 5 minutes, » dit-il en l'aidant à descendre de la table et à s'asseoir. « Tu peux me surveiller pendant que je travaille ?» Elle hocha la tête et lui prit le fusil à impulsion, ses mains tremblant légèrement, mais devenant plus fermes à mesure que l'effet de la sédation s'estompait. Ethan se tourna vers le matériel médical de la pièce, son esprit d'ingénieur cataloguant et adaptant. Utilisant des composants des machines censées la corriger, il entreprit de construire une prothèse temporaire qui lui permettrait au moins de marcher. « Tu as gardé les plans », dit-elle soudain en le regardant travailler avec une conscience grandissante. Les mains d'Ethan s'immobilisèrent un instant. « Tu savais pour ça. » Un léger sourire éclaira ses lèvres. « Je t'ai vu mesurer, dessiner, alors que tu pensais que je ne regardais pas. » Son regard a croisé le sien. C'était la première fois que quelqu'un essayait de m'aider sans chercher à me changer. La prothèse improvisée a pris forme sous les mains expertes d'Ethan, pas parfaite, mais fonctionnelle. Alors qu'il l'ajustait à sa jambe, les alarmes se sont déclenchées dans tout l'établissement. « C'est une diversion de ton ami garde, je suppose, » dit Ethan en effectuant les derniers ajustements. « Ne gâchons pas notre temps. » Il aida Zeraï à se relever, la soutenant pendant qu'elle testait la nouvelle prothèse. Après quelques pas hésitants, elle retrouva son équilibre, la détermination dans son regard brûlant, malgré les effets résiduels de la sédation. « C'est mieux que tout ce que j'ai connu auparavant, » dit-elle avec émerveillement. « C'est temporaire, » prévint Ethan. « Mais je pourrais vous en construire un digne une fois que nous serons en sécurité. » Leur fuite du complexe se déroula dans un flou de couloirs blancs, d'alarmes hurlantes et de confrontations occasionnelles avec le personnel de sécurité, dont la plupart, Zeraï parvint à forcer Zeraï à se retirer grâce à son autorité royale. Renforcés par le fusil à impulsion qu'elle tenait fermement, ils atteignirent le quai de maintenance juste au moment où le garde s'apprêtait à partir, après avoir déjà repoussé plusieurs assaillants. Ils embarquèrent tous les trois à bord du vaisseau royal et s'élancèrent, s'éloignant de la surface lunaire, les forces de sécurité de l'installation arrivant trop tard pour les arrêter. « Où allez-vous, votre majesté ?» demanda le garde, une fois qu'ils furent en sécurité dans l'espace. Zaraï regarda Ethan, un regard vulnérable et interrogateur dans le sien. « La capitale, dit-elle au bout d'un moment. »
Il est temps de revendiquer mon trône, non pas malgré qui je suis, mais grâce à moi. » En approchant de Jareth, Ethan fut frappé par sa beauté. Les formations cristallines encore plus spectaculaires que les versions artificielles qu'il avait vues dans l'habitat des années auparavant. La cité royale était une métropole tentaculaire, construite autour d'une immense montagne de cristal, dont les bâtiments et les flèches reflétaient sa géométrie naturelle. Ils atterrirent dans un palais secondaire, dont Zéraï expliqua qu'il appartenait à des alliés de sa cause. La nouvelle de son enlèvement et de son sauvetage se répandit rapidement et, à la tombée de la nuit, un conseil de ses partisans s'était réuni. « Les royalistes ont joué un jeu excessif », déclara un vieux conseiller xéritien. « Leur tentative de vous corriger a indigné beaucoup de ceux qui étaient auparavant neutres. Le peuple exige de vous voir, de savoir que vous êtes en sécurité. Alors, ils me verront, » déclara Zaraï. « Organisez une allocution publique pour demain. Il est temps que Xérath voie sa reine telle qu'elle est vraiment. » Plus tard, seul dans une chambre privée, Zaraï se tourna vers Ethan. Le masque royal qu'elle avait porté pour ses conseillers s'est évanoui, révélant la vulnérabilité cachée. « Tu es venu pour moi, » dit-elle doucement. « Après m'avoir refusé, tu es quand même venu. » Et Ethan se rapprocha, attiré par elle aussi inévitablement que la gravité. « J'ai été stupide de te refuser. J'avais peur, non pas de ton monde, mais de mes propres sentiments. 7 ans n'étaient pas suffisants pour t'oublier, Ethan. » Elle le serra dans ses bras, ses doigts traçant les rides que le temps avait gravées sur son visage. « Si je deviens reine, ma vie ne sera jamais simple. Les dangers d'aujourd'hui ne sont qu'un début, je sais. » Il a pris sa main dans la sienne. « Mais j'ai passé 7 ans à me cacher de la vie. Je ne veux plus me cacher. » Ses yeux violets scrutèrent les siens. « Que dis-tu ? » ?»« Je dis que je me souviens de toi, Zaraï. Je me souviens de tout, et je ne te lâcherai plus. » La distance entre eux s'évanouit lorsque leurs lèvres se rencontrèrent. Non pas l'exploration hésitante de leur premier baiser des années auparavant, mais un retour aux sources, une reconnaissance de tout ce qu'ils avaient été l'un pour l'autre et de tout ce qu'ils pouvaient devenir. Lorsqu'ils se séparèrent, Zaraï posa son front contre le sien. « Ethan Lorne, » murmura-t-elle, « veux-tu rester à mes côtés demain, ni derrière moi, ni devant moi, mais à mes côtés, là où tu appartiens. » Et toujours, promit-il. « Mais je dois vous prévenir, je ne sais rien de ce qu'est le nom masculin d'une reine. » Elle rit, d'un rire léger et libre, comme il ne l'avait jamais entendu. « Roi consort est le titre traditionnel, mais peut-être allons-nous créer quelque chose de nouveau. » Après tout, ses yeux pétillaient de malice et d'amour. « Nous ne sommes pas vraiment traditionnels. » Cette nuit-là, ils se sont redécouverts. Ce n'était plus la jeune femme incertaine et le doux ingénieur, mais 2 êtres façonnés par des années de désir et de séparation. Leurs retrouvailles étaient à la fois familières et nouvelles, leurs corps se souvenant de ce que leurs esprits n'avaient jamais oublié. Zaraï retraça les nouvelles cicatrices sur son corps, témoignage de ses années de travail solitaire dans la station abandonnée. Ethan explora également les changements en elle, la confiance retrouvée dans ses mouvements, la force que les épreuves avaient forgée en elle. « J'avais peur que tu changes trop, » avoua-t-elle dans l'obscurité, « que l'Ethan dont je me souvenais n'existerait plus.
que l'Ethan dont je me souvenais n'existerait plus. Certaines parties de moi avaient été changées, il l'admettait, mais la partie qui t'aimait, elle, restait constante. Elle se blottit contre lui, sa tête trouvant sa place sur son épaule, comme s'ils n'avaient jamais été séparés. Quand l'as-tu su? Que c'était de l'amour, je veux dire, repensa Ethan à l'entrée de son journal, écrite au lendemain de leur séparation. Je crois que je l'ai su dès le moment où ils t'ont emmené, mais j'avais trop peur d'appeler ça de l'amour. Cela semblait impossible après seulement 7 jours. Et maintenant? Maintenant je sais mieux. Il l'embrassa sur le front. Certaines choses ne se mesurent pas avec le temps. Le deuil leur rappela la réalité de leur situation. Les partisans de Zara avaient organisé le discours public comme demandé. Mais les rapports de sécurité indiquaient que la faction royaliste préparait une forme de perturbation. Tu devrais reconsidérer ta décision, lui conseilla son conseiller en chef à la sécurité, au moins jusqu'à ce que nous puissions garantir ta sécurité. Zaret, vêtu d'une tenue de soirée qui ne dissimulait pourtant pas sa prothèse, secoua la tête. Si je me cache maintenant, je valide leur affirmation selon laquelle je suis inapte à gouverner. Ma force doit être visible, pas seulement chuchotée. Elle se tourna vers Ethan, qui se tenait non loin de là, vêtu de vêtements fournis à la hâte par le personnel du palais, des tenues jarrétiennes formelles adaptées aux proportions humaines. « Êtes-vous prête ?» demanda-t-elle. Il lui prit la main, plus prête que jamais à affronter une planète entière. La place centrale de la cité royale était bondée de milliers de jarrétiens, leur peau violette créant une mer de nuances, violettes variées sous les flèches de cristal. Lorsque Zaraï apparut sur le balcon surplombant la place, un silence s'abattit sur la foule. Elle se tenait droite, ne cherchant pas à dissimuler sa boiterie, tandis qu'elle s'avançait vers le bord du balcon. Ethan resta un pas en arrière, présent mais discret. « Ô peuple de Jareth !» Sa voix résonna dans la foule silencieuse, amplifiée par l'acoustique naturelle de l'architecture de cristal. Vous voyez devant vous une femme que l'Ancien Régime jugeait indigne, inapte, maudite. Elle désigna sa jambe. Ils m'ont caché à cause de cela. Ils ont qualifié mon existence de honte pour la lignée royale. Et hier, ils ont tenté de corriger ce qu'ils considéraient comme un défaut ou de me tuer au passage. Des murmures se répandirent dans la foule. Zaraï continua, la voix de plus en plus forte. Mais je me tiens devant vous maintenant, inchangé et sans honte. Je ne vous demande pas de m'accepter malgré mon imperfection. Je vous demande de reconnaître qu'il y a de la force dans la différence, de la sagesse dans la lutte et de la compassion née de la douleur. Tandis qu'elle parlait, Ethan remarqua du mouvement aux abords de la foule. Des silhouettes en uniforme sombre semblables à celles qui avaient enlevé Zaraï à son poste. Il se tendit, cherchant des armes, prêt à la mettre en sécurité. Pendant trop longtemps, notre société a assimilé la perfection physique à la valeur. Zaraï disait que ceux qui sont nés différents ont été mis de côté, cachés, considérés comme un fardeau plutôt qu'un don. Les silhouettes en uniforme sombre frappaient la foule, se dirigeant vers le balcon. Ethan fit signe au service de sécurité, qui commença à se mettre en position. « En tant que votre reine, » poursuivit Zaraï, inconsciente de la menace, « je me suis engagé à créer un Jareth où aucun enfant ne serait caché parce qu'il est différent, où la valeur se mesure au caractère plutôt qu'à l'apparence, où
Le coup de feu survint sans prévenir, une impulsion d'énergie venue de quelque part dans la foule, dirigée directement vers Zarai. Ethan réagit instinctivement, se précipitant en avant et la bousculant. Le pouls lui frôla l'épaule, lui envoyant une douleur brûlante dans le bras. Les forces de sécurité se rassemblèrent sur l'agresseur, tandis que les gardes se précipitaient pour encercler Zarai et Ethan. Mais au lieu de se réfugier dans la sécurité du palais, Zarai les dépassa et retourna au bord du balcon. Est-ce ainsi que l'ancien régime réagit au changement? S'écria-t-elle d'une voix pleine d'autorité. Par des attaques lâches, par des tentatives d'assassinat, la foule, momentanément dispersée par la violence, se figea à nouveau à ces mots. Regardez ce qu'ils craignent, se fit-elle signe. Pas mes politiques, pas ma vision de l'avenir, mais mon existence même. Ils craignent une reine qui sait ce que signifie être vulnérable, différent, être jugé indigne. Ethan l'observait d'où il était tombé, son bras blessé oublié face à son courage. Ce n'était pas la jeune fille, effrayée, qu'il avait rencontrée 7 ans plus tôt. C'était une reine. « Je ne me cacherai pas », déclara Zéraï. « Je ne me tairai pas, et je ne laisserai pas leur peur déterminer notre avenir. » Un rugissement d'approbation s'éleva de la foule, d'abord hésitant, puis grandissant jusqu'à résonner sur les flèches de cristal. Zarai se tenait debout devant eux, acceptant leurs acclamations non pas avec arrogance, mais avec une humble détermination. Plus tard, tandis qu'un infirmier soignait l'épaule blessée d'Ethan, Zéraï arpentait la salle, encore sous l'effet de l'adrénaline. « Nous avons identifié l'assassin », a rapporté son chef de la sécurité. « Il est lié au docteur Varron et à l'ancienne guilde royale des médecins. Nous pensons qu'ils ont agi de manière indépendante, sans le soutien plus large de la faction royaliste. Malgré cela, nous devons rester vigilants », a déclaré Zéraï. Leur tentative a échoué aujourd'hui, mais ils ne renonceront pas facilement. Lorsqu'ils furent de nouveau seuls, elle s'approcha d'Ethan et toucha doucement son épaule bandée. « Tu aurais pu être tué. Toi aussi, tu aurais pu, » fit-il remarquer. « On dirait que nous sommes tous les deux prêts à prendre des risques pour ce qui compte. » Elle sourit, son expression adoucissant son allure royale. « Tu étais magnifique là-bas, lui dit-il, une reine jusqu'au bout des ongles. J'ai eu un bon professeur, dit-elle assise à côté de lui. Quelqu'un qui m'a montré ma valeur n'était pas déterminé par l'opinion publique. » Dans les jours qui suivirent, la position de Zarai se renforça. La tentative d'assassinat s'était retournée contre elle de manière spectaculaire, retournant l'opinion publique en sa faveur. Les factions royalistes restantes, sentant le changement, commencèrent à prêter allégeance au nouveau régime. Ethan, quant à lui, voyait son propre rôle prendre forme. Son expertise technique s'avéra précieuse lorsque Zarai commença à réformer la hiérarchie sociale rigide de Jareth. Il conçut de nouveaux espaces publics accessibles à tous, participa à des consultations sur l'amélioration de l'habitat des anciens exilés, victimes de déceptions génétiques, et continua à perfectionner la prothèse de Zarai. Le couronnement officiel eut lieu 3 mois après leur retour à Xareth. Traditionnellement, l'épouse du monarque était couronnée séparément lors d'une cérémonie subordonnée. Zar, cependant, insista pour modifier le protocole. « Nous serons couronnés ensemble »,
déclara-t-elle aux traditionalistes choqués de son conseil. Égaux en statut, mais différents en rôle. Mais, Votre Majesté, protesta un vieux conseiller, il n'est pas xéritien. Il n'existe aucun précédent pour un consort humain. Alors nous en créerons un, répondit Zaraï avec l'autorité sereine qu'elle avait acquise. L'alliance avec la Terre est encore récente, encore fragile. Quel meilleur symbole de coopération interspécifique qu'un humain se tenant à égalité avec la reine de Jareth. Le jour du couronnement, Ethan se tenait nerveux mais fier aux côtés de Zaraï. La cathédrale de cristal, l'espace le plus sacré de Jareth, vibrait d'énergie, tandis que la lumière du soleil filtrait à travers ses formations anciennes, créant des vibrations musicales telles que Zeraï l'avait autrefois décrite. La couronne posée sur la tête d'Ethan était plus légère qu'il ne l'avait imaginé, conçue pour compléter plutôt que pour correspondre au diadème royal plus élaboré de Zeraï. Lorsque le grand prêtre les proclama reine et consort royal, les cristaux atteignirent un crescendo harmonique qui semblait résonner jusqu'aux os d'Ethan. « Je t'avais dit qu'il chantait », Zaraï murmura tandis qu'il sortait de la cathédrale, désormais officiellement souverain de Jareth, 1 an après leur règne. Zaraï avait déjà transformé la société jarétienne de manière subtile et profonde. Les déceptions génétiques avaient été pleinement réintégrées, leurs différences étant désormais perçues comme une diversité précieuse plutôt que comme des défauts à dissimuler. Les projets d'ingénierie d'Ethan avaient rendu la cité royale plus accessible à tous, et des initiatives similaires se répandaient à travers la planète. Mais leur plus grande réussite était peut-être le petit jardin botanique qu'ils avaient créé dans l'enceinte du palais, une reconstitution parfaite de l'habitat où ils s'étaient rencontrés 7 ans auparavant. Mi-forêt terrestre, mi-jardin de cristal géritien. Ils servaient à la fois de refuge personnel et de symbole de leur union unique. C'est là qu'Ethan trouva Zeraï un soir. Assise au bord du lac artificiel, sa prothèse retirée, elle balançait son pied nu dans l'eau. « Vos devoirs royaux », la taquina-t-il, assis à côté d'elle. « Vos devoirs royaux », la taquina-t-il, assis à côté d'elle. Prenant une pause stratégique nécessaire, elle la corrigea avec un sérieux feinte avant que son expression ne s'adoucisse. En fait, je me souvenais de ma première fois dans l'habitat. Elle hocha la tête. Quelle peur j'avais! Quelle certitude qu'une fois les 7 jours écoulés, je redeviendrais invisible. Sa main trouva la sienne. Je n'avais jamais imaginé cet avenir. Moi non plus, admit Ethan, même si j'avais passé un temps embarrassant à concevoir des prothèses pour une femme que je pensais ne jamais revoir. Zeraï rit, ce son lui procurant toujours une joie, même après 1 an à l'entendre quotidiennement. Ton obsession nous a finalement bien servi. Elle désigna la prothèse avancée qui attendait sur le rivage, bien plus sophistiquée que sa première création improvisée. Ils restèrent assis dans un silence confortable, regardant les lucioles artificielles qu'Ethan avait conçues briller à mesure que le crépuscule s'approfondissait. « Des regrets ?» demanda soudain Zeraï. « À propos de quitter ton monde ?» Ethan réfléchit sérieusement à la question. « Certaines choses me manquent. Les orages, le café de la terre, cette nuance de bleu particulière qui n'apparaît dans le ciel terrestre qu'à une certaine heure du soir. » Il se tourna vers elle. « Mais des regrets ?»« Non,
J'ai passé 7 ans à regretter de t'avoir laissé partir. Je ne perdrai pas une minute de plus à regretter. » Elle s'appuya contre lui, sa tête trouvant sa place familière sur son épaule. « Tu te souviens de ce que je t'ai dit à propos des étoiles filantes ?» Contre lui, sa tête trouvant sa place familière sur son épaule. « Tu te souviens de ce que je t'ai dit à propos des étoiles filantes? Comment, sur Jarroth, nous avons cru à leurs esprits, en quête d'une nouvelle vie? Je m'en souviens. » « Je crois que nous cherchions tous les deux, » dit-elle doucement. « Et contre toute attente, nous nous sommes retrouvés 2 fois. » Ethan l'entoura de son bras, la serrant contre lui, tandis que les premiers météores synthétiques de la soirée filaient dans le ciel de l'habitat. Une reconstitution parfaite de leur dernière nuit ensemble dans l'habitat d'origine. Ethan, la voix de Zar était pensive. « Te souviens-tu de moi? Vraiment? Pas de la reine que je suis devenue, mais de la fille effrayée que tu as choisie quand personne d'autre ne l'aurait fait. » Il se tourna vers elle, prenant doucement son visage entre ses mains. Dans ses yeux, derrière la confiance et la sagesse qu'elle avait acquises, il voyait encore des traces de cette jeune femme vulnérable. Non pas parce qu'elle restait effrayée, mais parce que cette partie de son parcours ferait toujours partie de qui elle était. « Je me souviens de vous toutes, » dit-il. « La princesse que vous étiez, la reine que vous êtes, et toutes les versions intermédiaires. » Il sourit, posant son front sur le sien. « Comment pourrais-je oublier la femme qui m'a appris à aimer les yeux fermés? » Elle l'embrassa alors, sous les étoiles artificielles de leur commencement recréé. Comment oublier la femme qui m'a appris à aimer les yeux fermés? Elle l'embrassa alors, sous les étoiles artificielles de leur commencement recréé. Un baiser qui reconnaissait leur passé, célébrait leur présent et promettait leur avenir. Ensemble, la princesse maudite et l'ingénieur humain, qui avaient vu au-delà de sa malédiction, réécrivant non seulement leur propre histoire, mais celle de tout un monde. « Je me souviens de toi aussi, » murmura-t-elle contre ses lèvres. « Pour toujours. »